Est-ce que c'est la dernière séance de l'année? Vous êtes bien dissipés, hein? Vous avez vu quand même pour la dernière fois? Bien. Donc je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Derrick. Présent. Madame Diane Bidouillet. Présent. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet est absente et donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascale Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Présent. Madame Isabelle Lafleur. Présent. Monsieur Nicolas Brignone est absent et donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Cindy Pralon. Présent. Monsieur Philippe Blaise est absent, donne procuration à Madame Chardini. Madame Naya Wateou est absente, donne procuration à Monsieur Delière. Monsieur Delière, il n'est pas là. Je pense qu'il va avoir un tout petit peu de retard. Monsieur Luc Brun. Présent. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Delessert. Monsieur Christophe Delessert. Présent. Madame Charlotte Taïaoué est absente. Madame Stéphanie Pailleman est absente, donne procuration à Monsieur Derrick. Monsieur Alexandre Machefoul est absent, donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Bruno Capi est absent, donne procuration à Madame Servant. Madame Twilogona O'Connor. Madame Anne-Christine Chimanti est absente et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Kimberley Baroni est absente et donne procuration à Madame Janine Bajon. Monsieur Marc Lelézour. Monsieur Christophe Delière, il va arriver. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Bidouillet. Monsieur Michel Desmeuses est absent, donne procuration à Monsieur Claude Charlot. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente, me donne procuration. Monsieur Makaoko Philippe Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan est absente, donne procuration à Madame Albanaise. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo, pardon. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Aumouni est absente. Madame Velma Falaeo est absente, donne procuration à Madame Fawa. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Malté-Salé est absent. Madame Christine Le Saint. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier et Madame Jeanne Paula-Bauer. Très bien. Le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je vous propose que Monsieur Warren Naroué soit désigné secrétaire de séance. Et avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous notre nouveau directeur de la police municipale, en la personne de Monsieur Laurent Grappignon. Donc, voilà notre nouveau directeur. On vous souhaite la bienvenue, Monsieur Grappignon. Bien, donc nous allons prendre l'ordre du jour et nous allons prendre le premier point, qui est la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note 2021-217, elle est relative au rapport de gestion et comptes financiers des sociétés d'économie mixte locale pour l'exercice 2020. Et je vais passer la parole à Monsieur Marc Lelézour pour nous rapporter les travaux de la commission. Je vous remercie, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En application des dispositions de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les rapports de gestion et les comptes financiers de la CECAL, de la SODEMO, de la SEMAGLO et de la SEM de Tina pour l'exercice 2020.
Suite à la présentation des rapports de gestion et comptes financiers par les représentants des SEM, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. S'agissant de la CECAL, Madame le maire souligne la nécessité des travaux de rénovation et d'extension du centre commercial de la Rivière-Salée pour améliorer la vie des commerçants et des habitants du quartier. S'agissant de la Sodemo, Madame le maire salue l'amélioration des comptes financiers de la Sodemo. Monsieur Darasson indique à Madame le maire, concernant d'éventuelles perspectives en matière de mouillage forain, que le port autonome a lancé un appel d'offres pour la construction d'un port à sec et la gestion d'un mouillage forain à Port-Moselle. Celui-ci a été remporté par la société Port de l'Ouest, laquelle n'a pas encore démarré les travaux, alors qu'ils auraient dû être achevés pour décembre 2021. Il ajoute que les choses n'ont pas évolué non plus à la baie de l'Orphelinat, malgré différentes sollicitations auprès du port autonome pour lancer une consultation. Monsieur Darasson indique à Madame Fawa que la cellule aménagement et projets urbains n'a plus d'activité. Il ajoute par ailleurs que suite aux travaux de renouvellement des 15 pontons de Port-Moselle, il est prévu une baisse d'activité de la maintenance pour les prochaines années et la commercialisation des 150 places supplémentaires. S'agissant de la SEM Aglo, Monsieur Benisti confirme à Madame Fawa que les opérations relatives à la flottille, Jocabois et Voie n'ont pas été réalisées. En complément, M. Buret indique à Mme Fawa que sur les 217 logements commercialisés en 2020, 40% d'entre eux relèvent du parc dit économique, intermédiaire ou marché libre, lequel vient concurrencer le parc privé et rencontre de ce fait des difficultés pour trouver des locataires. Pour cette raison, la SEM Aglo a abandonné toutes les opérations économiques qui pouvaient l'être et a maintenu la commercialisation de 80 logements sur la commune de Païta. Malgré ces difficultés, la SEM Aglo est parvenue à effectif constant en développant les compétences de ses salariés, à inverser la tendance et à réduire le taux de vacances à 5,7% en 2020 et 3,5% en 2021. Les difficultés rencontrées tant en matière de logements vacants que d'impayés sont liées au profil de l'attributaire, étant précisé que 50% des personnes logées ont des revenus inférieurs au SMIC. Il confirme à Mme Fawa que la SEM Aglo travaille en collaboration avec les assistances sociales de la province sud et ajoute que 4 conseillères sociales ont été recrutées par la SEM afin de mettre en place un interlocuteur unique destiné à accompagner les familles en cas d'impayés, mais pas uniquement. Madame le maire souligne le double problème auquel sont confrontés les bailleurs sociaux, à savoir la vacance des logements et la rénovation des bâtiments. Elle salue la voie dans laquelle s'engage la SEM Aglo avec la construction de l'EHPAD de Tina, les actions en faveur des jeunes travailleurs et des femmes violentées et la mise en place de conseillères sociales. S'agissant de la SEM de Tina, Madame le maire souligne les actions entreprises par la SEM de Tina tendant à la démocratisation de la pratique du golf. Monsieur Rico indique à Madame Fawa que la nouvelle équipe a pour objectif d'assainir la situation financière de la SEM et de la rendre autonome afin de ne plus avoir à solliciter les collectivités publiques pour équilibrer son budget. Sur les articles 1 à 3 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Lelézour. Donc, nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle approuve le rapport de gestion et les comptes financiers de la CECAL pour l'exercice 2020. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle approuve cette fois le rapport de gestion et les comptes financiers de la Sodemo pour l'exercice 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération qui approuve le rapport de gestion des comptes financiers de la SEM Aglo pour l'exercice 2020. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la quatrième délibération. Elle approuve le rapport de gestion et les comptes financiers de la SEM de Tina pour l'exercice 2020. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Oui, Madame Fawa. Merci Madame le maire. Bonsoir à l'ensemble du Conseil. Alors pour ces 4 délibérations, fallait-il intervenir pour une par une? En tout cas, pour la liste Nouméa, c'est vous, on va s'abstenir pour les 4 délibérations. Et j'aurai une explication de vote également.
Les difficultés budgétaires que rencontrent les différentes collectivités du pays perdurent. De ce fait, les ressources de notre commune se fragilisent et nous devons trouver des leviers afin de garantir le financement de nos services publics. La prise de part dans les sociétés d'économie mixte permet d'apporter des recettes à la ville et d'influencer encore plus les politiques, ce qui est positif. Cependant, si nous sommes bénéficiaires des dividendes des sociétés dont nous sommes actionnaires, nous sommes aussi redevables des dettes le cas échéant. La CECAL a ramené son déficit structurel de 64 millions de francs en 2019 à 11 millions en 2020. C'est bien, mais la dette continue de creuser. Trésorerie en baisse constante, 6,3 milliards en 2017, 4 milliards de francs en 2018, 3,2 milliards de francs en 2019 et 2,4 milliards de francs en 2020. Nous attendrons avec attention les résultats de la mise en œuvre du plan stratégique validé par son conseil d'administration en 2020. Pour la Sodemo, a certes dégagé un bénéfice de 34,5 millions de francs en 2020, alors qu'elle était déficitaire de 113,4 millions de francs en 2019, mais celui-ci provient principalement de reprises exceptionnelles de provisions, ce qui signifie que la rentabilité de la Sodemo n'est pas pérenne. Enfin, pour la SEM de Tina, dont la vocation principale est l'exploitation du golfe de Tina, qui est, et nous le savons, n'est pas une activité populaire accessible à tous. De ce fait, il n'est pas prioritaire pour nous de la financer. La dette explose en un an de 66 à 94 millions de francs. La ville étant détentrice de 18% du capital social, nous vous demandons donc aujourd'hui d'étudier la possibilité de sortir urgemment du capital de ces sociétés. C'est pourquoi, Madame le maire, nous allons nous abstenir du vote approuvant les rapports de gestion et les comptes financiers de la CECAL, de la Sodemo, de la SEMAGLO et de la SEM de Tina. Merci. Y a-t-il d'autres explications de vote? Non? Bien. Donc j'ai interrogé le Conseil sur les 4 délibérations en dehors de Madame Fawa et de l'éveil océanien qui s'abstient. Le reste du Conseil émet un avis favorable à ces 4 projets de délibération. Bien, nous allons maintenant prendre la note 2021-218. Elle est relative à la contribution exceptionnelle à l'aquarium des Lagons. Et on poursuit, Monsieur Le Lézour, s'il vous plaît. En raison d'une longue période de fermeture pour travaux de réhabilitation des bacs et de la crise sanitaire, l'aquarium des Lagons rencontre des difficultés budgétaires qui ne lui permettent plus de faire face à ses dépenses obligatoires. Il revient aux membres fondateurs de contribuer au financement de son fonctionnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une contribution exceptionnelle de 14 400 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Non? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant... Ah, il est où Ah, excusez-moi. Oui. Bonsoir. On note l'arrivée de Monsieur Delière, qui a aussi la procuration de Madame Watteau. Bien. Alors maintenant, nous avançons avec la 219. Elle est relative à l'attribution d'avance sur les subventions de l'année 2022 à différentes associations. Et on poursuit. Afin de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie et dans l'attente de l'attribution des subventions qui leur sont allouées chaque année, il est proposé de verser des avances de subventions à 4 associations. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à Monsieur Bérard que la ville de Nouméa répond aux demandes qui lui sont faites. À titre d'exemple, toutes les radios ont été interrogées et aucune autre que RRB n'a répondu. Sur les articles 1 à 4 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous, si on prend la première, elle attribue une avance de subvention à l'association Culture et Loisirs Radio Rythme Bleu pour l'année 2022. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la deuxième délibération. Elle attribue une avance de subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste
pour l'année 2022. Y a-t-il des interventions dans la discussion générale? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette délibération est adoptée. Nous passons à la troisième délibération qui attribue une avance de subvention au Théâtre de Lille pour l'année 2022. Des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la quatrième délibération. Elle attribue une avance de subvention à l'Amicale de la Ville pour l'année 2022. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Donc, nous passons maintenant à la 220, Monsieur Le Lézour. Elle est relative à l'attribution d'une avance de subvention aux établissements publics municipaux pour l'année 2022. Afin de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie et dans l'attente de l'attribution des subventions allouées chaque année aux établissements publics municipaux, il est proposé au conseil municipal de verser une avance de subvention de 110 337 000 francs CFP au centre communal d'action sociale et de 182 100 000 francs CFP à la caisse des écoles. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est confirmé à M. Catidjo-Monnier l'absence d'augmentation des tarifs des cantines pour l'année 2022. Madame le maire précise à Madame Oumouni que cette avance a pour objectif notamment de faire face aux charges de personnel et à l'organisation de la rentrée scolaire dans l'attente du vote du budget de la ville qui n'intervient qu'au mois de mars pour attribuer la subvention annuelle à l'établissement. Madame Oumouni réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Le Lézour. Alors, nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Alors, je vous propose de prendre la première qui attribuant une avance de subvention au CCAS, donc Centre communal d'action sociale de Nouméa, pour l'année 2022. Dans la discussion générale, y a-t-il des remarques particulières? Non, pas de remarques. Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Bien, nous avons donc la deuxième délibération qui attribue une subvention à la Caisse des écoles pour l'année 2022. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. Madame Fawa. Merci, Madame le maire. Alors, pour cette note explicative de synthèse, nous sommes favorables à toutes ces attributions, qui sont en grande partie dédiées aux charges de personnel de ces établissements publics pour l'année 2022. D'ailleurs, j'aimerais profiter de mon explication de vote pour indiquer à l'ensemble du Conseil ce soir que lors du dernier conseil d'administration de la Caisse des écoles, qui s'est tenu le 3 décembre dernier, j'avais proposé pour 2022 de ne pas facturer aux parents d'élèves la cantine et la garderie au forfait mensuel, mais d'effectuer une facturation au réel des fréquentations des services, grâce à la disposition des tablettes numériques aux agents des écoles qui leur permettront de pointer la présence des enfants. À mon sens, cela était techniquement faisable. Ma proposition n'a pas été prise en compte. Toutefois, tout comme nous avons été favorables au conseil d'administration de la Caisse des écoles aux délibérations proposées, nous votons ce soir favorablement. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres explications de vote? Il n'y en a pas? J'ai noté qu'il n'y avait pas d'opposition non plus, donc la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Le Lézour, avec la 2021-221. Elle est relative à l'institution d'une redevance pour l'occupation du domaine public par les infrastructures et réseaux de communication électronique. Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique doit donner lieu au paiement d'une redevance. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré illégale la délibération du 28 mai 2019 fixant le tarif de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du service des télécommunications. Pour régulariser cette situation, il est proposé au conseil municipal d'instituer de nouveau cette redevance pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, puis à compter du 1er janvier 2022. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après.
Le secrétaire général indique à M. Bérard que le versement de cette redevance est une obligation légale et que, de ce fait, des discussions ont effectivement été engagées avec l'Office des postes et télécommunications, OPT, mais également avec d'autres communes pour convenir de modalités de calcul à l'instar des dispositions du Code des postes et communications électroniques applicables en métropole, qui ne soient pas contestables, offrant transparence et sécurité à la fois pour l'opérateur de télécommunications et pour les collectivités propriétaires du foncier. Monsieur Catidjo-Monnier réserve son avis pour la séance publique sur les articles 1 à 8 et 1 à 5 des deux projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons deux délibérations. Je vous propose de prendre la première qui institue une redevance pour l'occupation du domaine public par les infrastructures et réseaux de communication électronique à compter du 1er janvier 2022. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Allez-y, monsieur Catidjo-Monnier. Merci. Non, c'est simplement pour, quand on passera au vote, nous nous abstiendrons. D'accord. Mais là, je vous demande de vous prononcer sur une première délibération. Sur laquelle nous nous abstenons. Très bien. Y a-t-il d'autres abstentions ? Il n'y en a pas d'autres. Donc, il n'y a pas plus d'observations que ça. On est passé directement au vote. Très bien. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Et nous prenons la seconde délibération qui institue une redevance pour l'occupation du domaine public par les infrastructures et réseaux de communication électronique pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Une abstention ? Oui, merci. Très bien. De monsieur Catidjo-Monnier. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Il n'y a pas d'opposition. Très bien. Donc la délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et nous allons prendre le premier dossier qui est la note 2021-222. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à caractère culturel à l'association Livre Mon Ami au titre de l'année 2021. Et je vais passer la parole à monsieur Boinemois. Merci. Bonsoir, madame le maire. Bonsoir, monsieur Bonsoir Boinemois. aussi à l'ensemble du conseil. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant total de 200 000 francs CFP à l'association Livre Mon Ami, laquelle participe activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Et monsieur Boinemois, dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 223. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations de quartier au titre de l'année 2021. Et on poursuit, monsieur Boinemois, s'il vous plaît. La ville de Nouméa assure une mission de service public au plus près de ses administrés et s'appuie pour ce faire sur des structures relais qui œuvrent au quotidien en faveur de la population et dont les actions contribuent à favoriser la cohésion sociale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 2 associations de quartier pour un montant total de 510 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à monsieur Bérard que les crédits non attribués cette année, en raison notamment de la crise sanitaire, retournent dans le budget. Les enveloppes proposées par les directions de la ville dans le cadre de la préparation budgétaire ne font pas l'objet d'une baisse significative d'une année sur l'autre, hormis l'effort de réduction de 2% des dépenses de fonctionnement afin de conserver une marge de manœuvre pour les investissements. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, je note l'arrivée de madame Laurie Aumuni. J'interroge le Conseil dans la discussion générale sur l'attribution de ces subventions. Y a-t-il des observations ? Pas d'observations. Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 224. Elle est relative à l'acquisition de 2 œuvres d'art
pour enrichir la collection du Fonds d'art contemporain. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition de 2 tableaux de l'artiste Albo pour un montant total de 430 000 francs CFP. Ces toiles sont appelées à enrichir la collection du Fonds d'art contemporain de la ville de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à M. Bérard que les œuvres acquises par la ville sont exposées dans tous les services municipaux, en particulier ceux qui reçoivent du public. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions, des remarques? Non. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 225. Elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. En application des dispositions du Code du travail, la Direction du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l'avis du conseil municipal sur 10 demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur l'ensemble de ces demandes. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 226. Elle est relative à la création du Conseil pour les droits et devoirs des familles. Les partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la CLSPD, que sont l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud et la ville de Nouméa, ont validé le 15 avril 2021 la création d'un Conseil pour les droits et devoirs des familles, la CCDF. Ce dispositif d'aide à la parentalité a pour objectif d'instaurer un cadre de dialogue chargé à la fois d'écouter et de proposer des mesures d'accompagnement des familles rencontrant des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles pour la ville de Nouméa et d'en approuver la composition. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique que le fascicule qui vient d'être distribué présente le contexte dans lequel intervient la création du Conseil pour les droits et devoirs des familles ainsi que ses missions principales. Elle précise à M. Bérard que le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance, la CLSPD, de la ville de Nouméa a un caractère plénier tout en étant restreint par souci d'efficacité. Ce conseil réunit notamment le procureur de la République, le haut-commissaire de la République, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, la DPJEJ, et des représentants de la police municipale et de la police nationale. La création du Conseil des droits et devoirs des familles a été suggérée par le procureur de la République et elle a déjà été expérimentée sur la commune du Mont-d'Or. Ce dispositif devrait permettre d'intervenir le plus en amont possible pour trouver des solutions en concertation avec les familles avant que la situation ne se dégrade. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des remarques, des interventions? Non? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Bonsoir. Comme c'était écrit dans la note, je pense qu'il faut, si c'est un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance restreint, qu'on l'appelle restreint et qu'on arrête de l'appeler plénier. Et c'est tout aussi précis pour les acteurs de terrain et les acteurs techniques autour de la table. De toute façon, ils savent exactement ce que c'est qu'un plénier, ils savent exactement ce que c'est qu'un restreint. Donc, autant qu'on reste sur le vocabulaire qui existe dans les conventions telles qu'elles sont signées avec l'État, entre la commune, la province, etc. Voilà. Merci Madame la maire. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Pas d'opposition? La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité. Et nous prenons la note 2021-227. Elle est relative à une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution d'une subvention destinée au financement d'une action en faveur de la jeunesse pour l'année 2021. Et j'ai passé la parole à Madame Cindy Pralot. Merci Madame le maire.
Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD de la ville de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie accompagne des actions en faveur de la jeunesse. Pour la mise en œuvre d'une partie de ces actions, la Nouvelle-Calédonie a attribué à la ville de Nouméa une subvention de 4 millions de francs qui sera destinée à accompagner les actions menées par l'association Le Move, dont l'objectif est de promouvoir la diffusion culturelle tout en favorisant l'intégration sociale. Ces actions concourent à la sensibilisation des adolescents et des jeunes majeurs à l'ouverture culturelle et permettent un travail éducatif préventif à la marginalisation sociale. Le plan de financement pour cette opération est le suivant. L'opération, donc les actions culturelles du MOVE, pour l'année 2021, le budget total éligible est de 14 500 000 francs. La part de la Nouvelle-Calédonie a été de 27,6%, soit 4 millions de francs, et la part commune, 72,4%, soit 10 500 000 francs. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution d'une subvention de 4 millions de francs destinée au financement d'une action en faveur de la jeunesse menée par l'association Le Move pour l'année 2021. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 228. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association au service de nos retraités au titre de l'année 2021. La ville de Nouméa mène au quotidien une démarche de proximité en faveur de ses administrés. Plusieurs espaces municipaux de proximité sont ainsi répartis sur le territoire communal et ont vocation à accueillir la population. Il s'agit des espaces municipaux de quartier et espaces assimilés, des espaces décentralisés de prévention et de la maison de la biodiversité. Suite à la réorganisation du service vie de la cité, gestionnaire de ces espaces, il convient d'actualiser pour chacun d'eux les conditions d'accueil du public et le cas échéant de leur mise à disposition. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les règlements intérieurs correspondants. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Pralon. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 230. Elle est relative à une convention de prestation informatique avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l'emploi du système informatisé de gestion des ressources humaines, TIARE. L'utilisation par la ville de Nouméa depuis le 1er janvier 2019 du système informatisé de gestion de ressources humaines dénommé TIARE fait l'objet d'une convention de prestation informatique avec la Nouvelle-Calédonie, arrivant à échéance en février 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à conclure avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle convention d'une durée maximum de 4 ans. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des remarques? Non, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et on poursuit, Madame Pralon, avec la 231. Elle porte modification de la délibération numéro 2021-1008 du 21 octobre 2021. Elle est relative à l'ajustement de l'organisation de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement, autrement dit la DCPR. La direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement propose et conduit la politique des affaires et des échanges culturels. Afin de maintenir une qualité d'accueil et de service public dans les structures culturelles de la ville, son organisation nécessite quelques ajustements. L'effectif global passerait ainsi de 70 postes équivalents temps plein à 77,20 postes équivalents temps plein, soit une économie annuelle de 2 790 000 francs. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale, indique à M. Bérard que les régisseurs son et lumière travaillent principalement au centre d'art de la ville de Nouméa et sont amenés à intervenir sur les scènes
extérieures, telles que la fête de la musique. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des commentaires, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 232. Elle porte modification de la délibération numéro 2021-698 du 12 juillet 2021 et elle est relative à l'organisation de la direction des ressources humaines, la DRH. La Direction des ressources humaines, la DRH, propose les orientations et la politique d'optimisation des ressources humaines de la ville de Nouméa. Par délibération numéro 2021-698 du 12 juillet 2021, le Conseil municipal a adopté une nouvelle organisation des missions et des activités au sein des services, ainsi que les logiques d'encadrement et les champs de responsabilité respectives, dans l'objectif de rendre la DRH plus performante et agile. L'organigramme cible est mis en place en plusieurs étapes, selon les opportunités de départ à la retraite et de mobilité, avec pour objectif l'atteinte de la nouvelle organisation en 2024. Compte tenu de la mobilité de 2 agents, il est proposé au conseil municipal de supprimer un poste au SCR et d'en transformer 4 au SEDC. L'effectif de la DRH passerait ainsi de 33 à 32 postes, soit une économie annuelle estimée à 4 020 000 francs. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 9 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, j'interroge le Conseil dans le cadre de la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 233. On poursuit. Elle est relative à un ajustement organisationnel du service municipal des sports, cette fois de la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive. Le service municipal des sports est chargé de pérenniser et de développer les dispositifs d'insertion par le sport comme vecteur d'intégration sociale. Il contribue également à lutter contre la délinquance par le biais de l'offre qualitative des activités sportives et des équipements adaptés. La consultation pour la gestion des piscines municipales Jacques Mouren, Wentoro, et Henri Délé, Rivière-Salée, ayant été déclarée infructueuse, la gestion en régie de l'ensemble des piscines municipales s'impose ainsi que la reprise des personnels du GIE HDJM. Afin de compenser cette augmentation des effectifs, les missions et l'effectif global au service global du service est repensé, passant de 64,5 postes équivalents temps plein à 68 postes équivalents temps plein, soit un coût supplémentaire annuel de 22 490 000 francs. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général indique à M. Bérard que la reprise des personnels des piscines municipales Jacques Mouren et Henri Délé a été réalisée conformément au droit en vigueur, bien que le GIE HDJM soutienne le contraire dans le cadre d'un recours en référé introduit devant le tribunal du travail. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale que j'engage, y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. J'ai une question, puisque donc il y a un référé. Que va-t-il se passer là? Vous nous demandez de mettre en œuvre un plan nouveau, puisque l'appel d'offres a été infructueux. Néanmoins, si le tribunal du travail se prononce en défaveur de la mairie, dit que ce que le référé qui est indiqué, qui est porté par les gens du GIE, s'il leur donne raison, que va-t-il se passer? Si on ne leur donne pas raison, la proposition qu'on nous fait de voter ce soir, ça le fait. Mais que se passe-t-il dans le cas contraire? Merci, Madame le maire. Monsieur le secrétaire général. Alors, la date d'audience a été repoussée au mois de janvier. Ce qui peut déjà donner une indication peut-être du degré d'urgence qui est donné à la demande. Après,
la ville ne peut pas stopper son action à chaque fois qu'une action contentieuse est actionnée. On a parfois des contentieux dont les motivations sont assez mystérieuses, donc il faut bien qu'on continue à travailler, tout en gérant en même temps, parallèlement, les contentieux qui nous sont soumis. Ça vous satisfait, Monsieur Bérard? C'est un peu général. C'est quoi? Bah oui, Vous avez étudié le risque. Et je suppose que dans une étude de risque, vous savez grosso modo je suis d'accord entièrement avec le secrétaire général. Il faut avancer. Si on n'avance pas, qu'on s'arrête au procès, il y en a pour des années, et puis ça peut durer des années. Mais néanmoins, c'est quoi le risque pour la collectivité? C'est ça ma question. C'est tout. Comme j'avais indiqué en commission, nous sommes légalistes, donc nous proposons des options dans les dossiers qui sont vérifiés d'abord par les services juridiques. Donc nous considérons que ce qui a été proposé est parfaitement légal. C'est ce que nous soutenons également devant le tribunal du travail. Si d'aventure et par extraordinaire le tribunal ne confortait pas la position de la ville, on se conformerait à la décision de justice. Mais pour l'instant, la ville considère qu'elle est dans son bon droit et qu'elle a respecté la réglementation. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Pardon. Oui, Monsieur Cathy-Diomoni. Nous nous abstenons, merci. Abstention de Calédonie Ensemble. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Bien, nous allons poursuivre avec la 234. Elle est relative à un ajustement organisationnel de la direction des risques sanitaires, la DRS. Et on poursuit, Madame Pralot. Merci Madame le maire. La direction des risques sanitaires, DRS, veille à la sécurité sanitaire de la ville. Elle intervient en matière de santé publique et d'hygiène alimentaire, participe à la lutte antivectorielle et à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et traite les problèmes d'insalubrité publique, notamment bâtimentaire. Plusieurs facteurs remettent en cause l'organisation des missions de la direction depuis sa création en 2016, notamment la réussite du World Mosquito Programme, le label en hygiène alimentaire, l'augmentation des activités d'ératisation et d'inspection sanitaire, ainsi que les crises liées au Covid-19. Par ailleurs, un audit sur les risques psychosociaux a permis d'identifier des axes d'amélioration concernant le management, la communication, les compétences, l'organisation administrative et de projet, ainsi que les relations interpersonnelles. Dans ce cadre, des ajustements organisationnels sont proposés pour répondre au mieux aux évolutions nécessaires. La réorganisation de la DRS est prévue en plusieurs étapes selon les opportunités de mobilité et de départ à la retraite. L'effectif passerait de 31 postes à 27 postes, soit une économie annuelle en année pleine à compter de 2023 de 20 055 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur l'ajustement de la DRS? Pas d'observation. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. C'est plus une question, c'est l'audit psychosocial. C'est ça, l'audit psychosocial. Sur les risques psychosociaux, pardon, je vais y arriver. C'était à la demande de l'employeur, c'était à la demande de salariés, c'était à la demande de la direction du service. Qui était à l'initiative de l'audit? Merci. Ça a été la conjonction de plusieurs éléments. On a eu des remontées à la fois d'agents, mais également de partenaires sociaux. Et puis, ça a été conforté par des constats internes qu'il était bon de faire un petit tour d'horizon du climat interne, des process, des relations interpersonnelles, afin de pouvoir engager éventuellement des actions correctives. Donc c'est ce à quoi a donné lieu l'audit, qui a décrit effectivement certaines difficultés. Et on a pu décliner donc avec le pilotage de la DRH un plan d'action corrective visant
à ramener la sérénité et à développer la qualité de vie au travail des agents. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et Monsieur Zézel, vous allez rapporter les travaux de la commission. Et nous prenons la note 2021-235. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché des travaux d'assainissement de la rue Blaise Pascal. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Le réseau d'assainissement de la rue Blaise Pascal est un réseau unitaire comportant un déversoir d'orage qui rejette par temps de pluie des effluents d'eau usée pré-traités dans la baie de Lance-Bata. Par délibération numéro 2018-842 du 8 novembre 2018, le conseil municipal a autorisé la signature d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'assainissement de la rue Blaise Pascal afin de supprimer le rejet de ces effluents. Cependant, il est nécessaire d'intégrer au marché des travaux complémentaires engendrant une hausse du coût initial du marché de 25 813 876 francs, soit une augmentation de 6,51%. Il est également nécessaire de prolonger de 5 mois le délai global des travaux. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec la SARL Pacifique VRD l'avenant numéro 1 au marché 98-218-2019 T060 du 9 août 2019 pour les travaux d'assainissement de la rue Blaise Pascal. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Lafleur relève l'existence de mini-step mobiles proposés par une start-up montpelliéraine et remet au service une documentation sur le sujet. Monsieur Charlot s'interroge sur le surcoût des travaux et sur le prolongement des délais et leur impact sur la circulation. Madame le maire souligne les nombreux aléas de chantier et les difficultés insoupçonnées qui ont été rencontrées. Il est précisé que l'augmentation des coûts et celle des délais ne sont pas nécessairement liées. Le prolongement des délais s'explique notamment pour la nature des travaux complémentaires, à savoir notamment la pose de réseau nécessitant des tranchées assez profondes, la pose de blindage pour le confortement des parois, l'évacuation de matériaux et de remblaiement. Ces travaux devant de fait être réalisés pendant les vacances scolaires auront un moindre impact sur la circulation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations sur ces travaux? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 236, qui est relative à une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour le financement et la délégation de maîtrise d'ouvrage des travaux de confortement du barrage de Dimbéa. Le barrage de Dimbéa constitue une dépendance du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, produisant environ 15 millions de mètres cubes d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la ville de Nouméa et dans une moindre mesure à l'alimentation de la ville de Dimbéa. Il fournit également de l'eau brute pour ses besoins industriels à la société Le Nickel. Le bilan de revue de sûreté opéré en 2016 sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie a confirmé un sous-dimensionnement de l'évacuateur de crue et un manque de stabilité de la voûte et de la culée en rive droite. Il importe donc de réduire le risque technologique lié à cet ouvrage hydraulique et de sécuriser cette ressource en eau stratégique en réalisant les travaux nécessaires à la pérennité de l'ouvrage. La Nouvelle-Calédonie a décidé de confier la réalisation des travaux de confortement à la ville de Nouméa pour un montant total de 848 millions de francs CFP. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec la Nouvelle-Calédonie. Après lecture d'un note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On poursuit, Monsieur Zézel, avec la 237. Elle est relative à la mise en modification numéro 1 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa. Le 13 février 2020, la révision du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa a été approuvée par la province Sud. Depuis, la ville a procédé à une première évolution mineure de son document par le biais d'une modification simplifiée validée par le conseil municipal le 12 juillet 2021. Aujourd'hui, le PUD nécessite de nouvelles évolutions pour intégrer la réalité des besoins liés au projet de développement du territoire, ce qui conduit à engager une nouvelle modification. Faisant suite à l'avis favorable de la province Sud rendu le 2 novembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'engager la procédure de modification du PUD. Après lecture de la note explicative de synthèse et présentation du document annexé à la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Catidjo-Monnier salue le travail effectué. Il y met toutefois une réserve sur l'évolution du zonage de UB2 en UB1 sur les 4 îlots proposés au Faubourg Blanchot, le quartier concerné étant ancien, en rez-de-chaussée et présentant de nombreux bâtiments de style colonial classés ou inscrits, notamment sur la rue de Maubeuge. La possibilité de construire 2 étages de plus dans cet espace ne lui paraît pas ainsi pertinente. Il est précisé que le patrimoine est bien pris en considération, le zonage proposé étant indicé UB1P en raison des entités patrimoniales identifiées dans ce secteur. De plus, de nombreux bâtiments d'intérêt architectural sont repérés pour lesquels les dispositions réglementaires sont précisées dans le document d'urbanisme.
Il importe par ailleurs de s'assurer d'une certaine homogénéité dans le traitement de cette zone, ce qui exclut une application entre guillemets en dentelle du PUD. En réponse à M. Charlot, il est précisé que les zones UB1 et UB2 se distinguent par des règles de hauteur et d'emprise au sol différentes, mais également par la possibilité en UB1 d'implanter de nouveaux commerces, alors que la zone UB2 ne permet que l'extension limitée des commerces existants. M. Cadier-Jomonier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Cadier-Jomonier. Merci, Madame le maire. Oui, je vais rappeler exactement ce qu'on a dit en commission. C'est que et je trouve dommage qu'on n'ait pas profité de la commission pour affiner ce projet. C'est que oui, il y a vraiment un risque. Alors tout d'abord, c'est vrai que sur la rue Yekawe au 6e kilomètre et sur la rue Bénébig, qui, on le voit tous, avec l'évolution du dernier PUD qui a été mise en œuvre en 2020, on voit des parcelles qui restent vides, inconstructibles, parce que en zone dite UB2, donc R+1, et avec des difficultés à intégrer des commerces. Ce qu'on voit, donc le passage en UB1, c'est fort heureux. Ça va redynamiser à la fois le bâtiment en relançant les projets et les vies de quartier avec des renouvellements de centres secondaires sur le 6e kilomètre et la vallée des Colons. Sur le Faubourg Blanchot, je suis vraiment inquiet parce que là, il s'agit du cœur du Faubourg Blanchot, juste en face de la Maison Cellière, entre le magasin Florence, le triangle entre le magasin Florence, la Maison Cellière et la station mobile du Christ. On passe donc de UB2 R+1 à UB1 R+3 éthique, c'est-à-dire qu'à côté de cette zone, enfin même au plein cœur de cette zone, à côté des bâtiments inscrits, à côté des maisons coloniales achetées par les collectionneurs, vont se retrouver des bâtiments à 5 niveaux et on va se retrouver avec le même effet que le quartier latin. Donc c'est vraiment dommage, alors qu'il y a des parties de cette révision du PUD que nous soutenons totalement, que la discussion en commission n'ait pas permis de trouver un consensus sur ce sujet-là, sachant qu'il ne s'agit absolument pas de réglementer à la parcelle, mais de simplement réglementer à la rue, ce qui est tout à fait faisable, et c'est ce qu'on est en train de faire sur les rues Bénébig et Yekawe, donc c'est-à-dire les rues de Strasbourg et les rues de Maubeuge, où se situe justement le cœur d'îlot et qui pourrait être préservé. Donc c'est par principe de précaution. On ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais le traumatisme du quartier latin est trop fort pour un ancien chef de service des monuments historiques. Et voir des bâtiments à 5 niveaux sur ce cœur du Faubourg Blanchot, alors sur la rue des Pointes, pourquoi pas, mais au cœur de ces îlots-là qui sont bien préservés, qui sont anciens et qui ont été préservés justement par l'UPUD, ce changement qui paraît anodin et technique aura en fait des impacts vraiment désastreux pour le patrimoine calédonien. Merci. Madame la directrice de l'urbanisme, vous pouvez expliquer. Alors, je voudrais préciser effectivement sur les terrains de la zone. Donc, en UB1, à partir du moment où les terrains sont inférieurs à 9 ar, c'est R+2 plus attique et non R+3 plus attique. Le R+3 plus attique vaut pour les terrains d'une superficie supérieure à 9 ar. Sur ces terrains, on a également, vous l'avez indiqué, de nombreux bâtiments identifiés comme des bâtiments d'intérêt architecturaux sur le secteur. Donc des dispositions en plus s'appliquent au-delà du règlement de zonage sur la zone concernée. Et, voilà. Et le dernier point qui pourrait être précisé, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des hauteurs supérieures, mais l'avantage de passer en UB1 permet de développer les commerces, ce qui n'était pas possible dans la zone UB2P. Donc ça peut aussi permettre des changements de destination de villas qui sont sur des axes très passants et qui ne sont pas forcément favorables à accueillir de l'habitat, qui peuvent tout à fait accueillir du commerce et la préservation de ces villas peut passer par ce changement de destination. Merci. Après, la rue Strasbourg et la rue de Maubeuge, la rue de Maubeuge notamment, il n'y a pas de passage
la rue perpendiculaire entre la rue des Pointes et le boulevard extérieur, c'est une rue qui ne nécessite pas forcément de commerce. Si on va sur la rue Strasbourg, où justement la mairie vient d'acheter un artiste qui travaille dans une maison coloniale dans la rue, il va se retrouver avec un immeuble à côté. Et on a déjà dans cette rue-là des activités commerciales avec justement ce cabinet d'architectes, ces crèches et ces autres activités comme les petits galeries d'art et cafés et le café caché qui sont installés. Donc prendre ce risque-là, sachant qu'il y a quand même des grandes parcelles, notamment la parcelle de la maison Imbeau inscrite au monument historique juste en face de chez Florence, sur laquelle on pourra facilement faire monter justement 5 niveaux à côté d'un monument inscrit. Donc c'est vraiment ça qui m'inquiète, alors que justement sur les autres zones, c'est vraiment dommage, on vous soutient totalement. Bien sûr, la maison Imbeau dont vous parlez, il y a déjà un projet. On a déjà un permis de construire qu'on a vu et revu et fait corriger. La maison, elle est préservée. Alors c'est sûr que le terrain, il est relativement grand. Mais le projet d'habitat, qui sont plutôt des petites maisons en duplex, et il y en a très peu, elles seront, enfin, la maison principale est préservée. Donc, ce que vous nous dites là, pour nous dire que ça va être la catastrophe dans le quartier, je ne pense pas que ça va être la catastrophe dans le quartier, parce qu'il y a énormément de maisons qui sont classées aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles, et d'autre part, on est sur une zone UB1P, ça veut dire patrimoniale, et que quand vous regardez le PUD, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites là et qui vont préserver. Et aujourd'hui, on est face à un problème, il faut que vous le compreniez aussi, c'est que quand vous parlez de l'architecte dans la maison, il y a un coiffeur barbier, il y a une agence immobilière, etc. Aujourd'hui, ces gens qui voudraient s'installer dans ces maisons coloniales, avec le PUD, ne peuvent pas le faire. Demain, pourront le faire. Ça veut dire qu'une maison peut très bien se transformer, comme l'a fait l'architecte pour un cabinet d'architecte ou un cabinet de médecin ou autre chose. Et aujourd'hui, toute la zone ne peut pas le faire. Il n'y a que les grands axes qui peuvent. Et donc, comme on vous l'a dit la dernière fois, on ne peut pas faire de zonage. C'est interdit de faire de zonage à la parcelle. Et si on avait fait un carré ou un rectangle à l'intérieur de ce triangle pour justement dire que ça n'est pas possible, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on se serait fait retoquer. Donc l'idée, c'est bien de préserver. Et là, si vous prenez la page 21 sur l'évolution de zonage, vous allez voir tout un tas de petits points. Ça veut dire que la majorité des maisons qui sont là, elles ont une vocation historique, une vocation patrimoniale, et qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Il suffit de lire l'article qui est consacré à ça en UB1P, et vous allez voir tout de suite que la notion de préservation, elle est bien intégrée dans le PUD. Donc faire peur aujourd'hui pour dire, mais attendez, demain, il va y avoir des immeubles au milieu. Non, non. On a toute l'attitude, nous, ici, en délivrant les permis de construire et les instructeurs, c'est de travailler avec les architectes en amont pour leur dire, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et vous, vous êtes architecte. Si demain, vous avez un projet, puisque vous êtes à la tête ou désormais d'une agence d'architecture, si vous venez à la mairie et que vous déposez un permis, parce que vous aurez un promoteur qui veut quelque chose, eh bien vous aurez le même traitement que les autres. Ça veut dire vous ne considérez pas ou vous n'avez pas suffisamment pris en compte le caractère patrimonial du quartier et vous allez retravailler votre projet. C'est tout le sens de cette modification. Mais ça n'est pas d'aller construire des immeubles au milieu de deux maisons coloniales. Et pour discuter en permanence avec les architectes et avec les promoteurs, on fait sacrément avancer les dossiers, parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est qu'en mairie avant, on instruisait, et tout le côté esthétique ou de tracer une histoire dans le quartier pour des constructions nouvelles ne se faisait pas. On a changé de braquet aujourd'hui, et donc on essaie d'écrire des histoires dans le quartier, c'est-à-dire que sur le plan architectural, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on est à côté de maisons coloniales ou on est à côté de pépites des années 40, eh bien, on essaie de faire en sorte que les projets tiennent la route et qu'on puisse écrire une histoire dans le quartier et ne pas recommencer là sur un point sur lequel je suis d'accord avec vous. C'est ce qui s'est passé au niveau du quartier latin. Voilà. Mais ça, c'était avant, M. Cathy-Jobodier. Avant. Aujourd'hui, on est aujourd'hui. Voilà. Donc...
Vous n'avez pas de crainte à avoir. Monsieur Bérard. Madame le maire, merci de me donner la parole. Moi, j'ai une question quand même. Parce que personne ne peut, ici, dire que vous n'êtes pas une experte. Et Jérémy, notre collègue, est aussi un expert de ce secteur et de ce qui est architectural. Vous avez des responsabilités au niveau de la culture, etc. Donc, moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est pour quelles raisons, alors que vous êtes très attaché à ce quartier, vous êtes très attaché à préserver, pour quelles raisons, à ce moment-là, le changer? J'ai du mal à saisir le fait que vous vouliez le changer. C'est ça que moi, je ne saisis pas, parce que pour l'instant, vous le maîtrisez. Et puis, Madame le maire, je voudrais aussi dire que l'équipe actuelle, dans quelques années, elle peut changer, elle peut bouger. Et puis, le regard des gens n'aura pas ce regard d'expérience que vous avez, vous, dans ce secteur, et qui est reconnu, et tant que idem pour Jérémy, hein, d'ailleurs notre collègue. Donc c'est là où moi je suis un peu étonné que vous vouliez faire un changement de ce type, au vu de l'attachement que vous avez pour tous ces bâtiments. Merci. Mais bien sûr qu'on y est très attaché. Le PUD, vous savez, avant les PUD, on pouvait les réviser tous les 5 ans. Nous avons fait une demande pendant l'ancienne mandature, puisque ce sont les élus du Congrès qui décident du temps du PUD. Nous avons fait une demande dans la dernière mandature et on voulait qu'on puisse réviser les PUD tous les 2 ans. Les élus ne l'ont pas souhaité ainsi, mais on a quand même avancé, puisque maintenant c'est tous les 3 ans. Et si on en arrive à avoir des modifications, parce que les modifications qu'on regarde ce soir, elles vous ont déjà été présentées, avec un conseil qui, dans sa grande majorité, a dit oui. Donc aujourd'hui, il s'agit tout simplement de déclencher une enquête publique. D'accord? Donc, ça a déjà été vu. Et moi, je veux bien qu'on revienne sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une révision tous les 3 ans. Et qu'un PUD, il n'y a rien qui est figé. Donc vous me dites aujourd'hui, nous, de manière globale, ici, dans ce Conseil, on entend préserver le patrimoine, bien sûr que oui. Et vous nous dites, mais qu'est-ce que feront les autres quand ils vont arriver après? Eh bien, le PUD, il aura changé. Parce que vous voyez, on l'a voté en 2020. Et donc, il est révisable en 2023. Et la raison pour laquelle on vient vers vous dans cette séquence de 3 ans avec des modifications, c'est qu'un PUD n'est jamais parfait, qu'une ville, ça bouge et que ça mute, et qu'on est soumis à un certain nombre de demandes et que les PUD ne sont jamais parfaits, jamais. Même un architecte ne fera jamais un PUD parfait parce qu'il aura d'autres amis architectes qui n'ont pas la même vision que lui. Donc vous voyez que les choses sont relativement compliquées. Et donc, l'idée de ces modifications, c'est qu'on a des demandes qui nous arrivent de gens, de promoteurs, etc., et qui nous disent, là, il y a sans doute une imperfection, là, on voudrait bien que ça évolue dans ce sens-là parce que ça va dans le bon sens, et qu'on essaie, dans la mesure du possible, de faire évoluer le PUD au travers de ces modifications, et on peut le faire à partir du moment où elles ne sont pas des modifications majeures. Parce que si c'était des modifications majeures, on remettrait en cause l'ensemble du PUD. Ce sont des modifications mineures qui sont acceptées par la province, mais il y a un certain nombre il y a un dispositif qui existe et des séquences qui sont voulues par la province et par le plan directeur d'urbanisme, pas d'urbanisme, des principes directeurs d'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on est obligé de consulter à chaque fois. C'est bien le sens de cette modification. Mais en 2023, et les services y travaillent déjà, pour voir ce qui n'a pas fonctionné dans le PUD qui a été voté en 2020. Et encore, on a eu de la chance parce qu'on a mis 2 ans pour réviser ce PUD. Dans l'ancienne mandature, ils ont mis 10 ans pour faire un PUD. Donc vous voyez qu'on a un peu plus avancé. Et donc là, les services travaillent aujourd'hui pour analyser les imperfections de ce PUD, voir des choses qu'il faudrait modifier pour prendre en compte l'évolution de la ville. Et donc, en 2023 ou 2024, on présentera ici, au Conseil municipal, un nouveau PUD. Enfin, je dois dire que le PUD qui existe aujourd'hui, il a été travaillé avec l'ordre des architectes. On a eu moult et moult réunions avec l'ensemble des architectes qui ont bien voulu travailler sur ce PUD. Et ça n'est qu'à l'issue de ces consultations qu'on a sorti le PUD en 2020.
Voilà. Donc aujourd'hui, ces modifications qu'on amène là, à travailler aussi avec les architectes, ils sont extrêmement demandeurs d'évolution du PUD. Et tout ce qu'on voit en termes de modifications, souvent ça vient des architectes et du Conseil de l'ordre des architectes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? J'interroge le Conseil. Il y a des avis défavorables, des avis, des abstentions? Monsieur Catil-Jomenier? Nous votons contre. Contre? Qui d'autre? Monsieur Bérard s'abstient. Très bien, le reste du Conseil émet un avis favorable. La délibération est donc adoptée. Ensuite, nous passons à la 238, elle est relative au lancement d'un appel à projet pour la cession à titre onéreux d'une parcelle dite Carré Roland au centre-ville. L'îlot dénommé Carré Roland est composé de 3 lots, section centre-ville, formant une surface totale de 67 à 31 centiares, idéalement situé au cœur de ville. Il constitue une vraie plus-value en termes d'offres de logement et de développement de commerce afin de redynamiser le centre-ville. Ainsi, il est proposé d'engager une cession amiable de cet îlot par le biais d'un appel à projet afin de donner un nouvel avenir à cet espace en offrant la possibilité à des investisseurs de contribuer à la valorisation de ce cœur de ville. Il sera demandé aux candidats de proposer un projet permettant de répondre aux besoins en matière de logement, de services, de commerce et de stationnement de proximité. Après lecture d'un note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire rappelle qu'il s'agit de relancer un appel à projet moins dense que le précédent afin de ramener de l'habitat et du commerce en centre-ville en privilégiant la dimension végétale et en limitant les parkings en sous-sol. En réponse à M. Catil-Jomenier, qui note que la diagonale permettant de connecter la place des Cocotiers à la bibliothèque Bernheim et plus largement de connecter l'hypercentre au quartier latin devrait être maintenue, Madame le maire indique que les propositions seront étudiées, mais qu'en aucun cas cette option n'est exclue. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cet appel à projet? Oui, Monsieur Catil-Jomenier. Merci, Madame le maire. Vous n'êtes pas sans savoir que la bibliothèque Bernheim aussi, sur l'îlot qui se trouve dans la continuité de la rue Soto, donc cette rue en diagonale qui part de la place des Cocotiers et qui rejoint l'avenue de la Victoire. Ce projet-là recrée cette diagonale et le prolongement de cette diagonale. Donc c'est fort heureux que le maintien de la diagonale à l'opposé côté à place des Cocotiers sur l'îlot du Carré Roland soit proposé. Il faudrait vraiment, je pense que c'est important pour la dynamisation du quartier parce que cet axe rappelle justement le début des remblais qui partaient de Bernheim et qui allaient jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui à la mairie. Que cet axe soit maintenu et ça serait dommage que cet axe disparaisse au profit d'une tour. Donc le maintien de cet axe pour nous est important. En plus, en tant que vice-président de la bibliothèque Bernheim, on a vraiment tenu à maintenir cet axe, à recréer l'axe qui avait été fermé par la bibliothèque et de le rouvrir au public pour que le lien se fasse facilement entre le quartier latin, Chinatown et le centre de la place des Cocotiers. Donc pour nous, on est fort heureux, on vous soutiendra sur ce projet parce que le bâtiment a besoin et le centre-ville se retrouve avec cette dent creuse en plein centre. Par contre, on compte sur vous et votre appétence pour l'architecture, comme vous venez de le faire savoir, pour maintenir cet axe vital pour le centre-ville. Merci. Moi, je ne peux pas, Monsieur Catil-Jomenier, présager des projets qui seront soumis à la mairie. Il y a deux options, vous l'avez compris. Il y en a une qui choisit de préserver la diagonale et l'autre qui pourrait éventuellement avoir un élargissement de jardin pour aller jusqu'à, je dirais pas la façade, mais le côté de Chinatown avec éventuellement une tour. Donc j'ai bien compris votre aspiration, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais
Tout dépendra effectivement. Donc il peut y avoir soit une tour, soit de privilégier la diagonale avec des immeubles de chaque côté. Donc on verra bien ce qui va arriver. Moi, je ne peux pas présager de la qualité architecturale de ces projets, et donc il sera temps, quand ils nous parviendront, il faut d'abord lancer l'appel à projet, et puis on va voir comment se définissent les architectes par rapport à ce projet, et les promoteurs aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'une vente en dation, vous l'avez bien compris comme la dernière fois, mais d'une vente onéreuse. Voilà, donc on verra bien, on reviendra sur le sujet, mais je comprends ce que vous voulez nous dire, et si on peut la préserver, on essaiera autant que faire se peut de la préserver. Mais on ne fixe pas les architectes avec cette notion, et donc ils en ont deux. Mais il peut y avoir, dans la créativité des architectes, on peut avoir aussi une forme peut-être hybride des deux. On verra bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Il y a des oppositions? Non. La délibération est adoptée. Et donc nous allons poursuivre avec la 239. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur des parcelles situées quartier de la baie des Citrons et classement de droit dans le domaine public communal. Et on poursuit, Monsieur Cézelle. La commune de Nouméa est propriétaire de parcelles situées quartier baie des Citrons. Des études foncières, des plans et procès-verbaux de délimitation ont été établis afin d'asseoir la propriété de la ville de Nouméa sur ces lots et d'identifier précisément leurs limites et leur superficie. Ces lots constituent des portions de voirie, partie des rues Catalan, du Capitaine Desmier, Pierre Brizard, Jules Garnier et Promenade Roger Larocque. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière correspondante et de classer de droit ces lots dans le domaine public communal. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 240. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur des parcelles situées section du 7e kilomètre et Tina et classement de droit dans le domaine public communal. La commune de Nouméa est propriétaire de parcelles situées section Tina et 7e kilomètre. L'étude foncière, les plans et procès-verbaux de délimitation ont été établis afin d'asseoir la propriété de la ville de Nouméa et d'identifier précisément leurs limites et leurs superficies. Ces lots constituent des portions de voirie, rue Louis Lagarde, Jean Apage, des frères Germain, Kaya Drudi, dit Doudi. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière correspondante et de classer de droit ces lots dans le domaine public communal. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 241. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur une parcelle située section aérodrome et classement de droit dans le domaine privé communal. Une étude foncière, des plans et un procès-verbal de délimitation ont établi qu'en application du décret du 10 juin 1890, la ville de Nouméa est propriétaire d'une parcelle non cadastrée n'ayant pas fait l'objet de transfert de propriété, limitrophe de l'exutoire du Marais dit Sanjon, section aérodrome. Afin de rendre opposable au tiers la propriété communale d'une superficie d'environ 25 arts 71 centiares, ce foncier fera l'objet d'un acte authentique de dépôt passé en la forme administrative et d'une transcription auprès du service chargé de la publicité foncière de la Nouvelle-Calédonie. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer les documents correspondants et de classer ce lot dans le domaine privé communal. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire note que la propriété de cette parcelle est désormais établie, mais celle-ci offre peu de perspectives car elle est enclavée. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 242.
Elle est relative à la passation d'une promesse synalagmatique de bail amphithéotique sous conditions suspensives au profit de la société foncière Majestic. En vertu du décret du 10 juin 1890, la ville de Nouméa est propriétaire d'une parcelle d'une surface d'environ 2 hectares 86 arts, 6 au rond-point de l'échangeur de l'étrier, section Rivière-Salée, n'ayant aujourd'hui plus d'usage. Suite à une mise en concurrence pour la mise à disposition onéreuse de cet ensemble foncier, l'offre présentée par la société foncière Majestic est apparue la plus intéressante du point de vue de la diversité et de la qualité des activités proposées au profit de l'ensemble de la population, au regard du coût de l'investissement et du montant de la redevance au profit de la ville, et compte tenu de l'attention particulière portée à la compréhension du site et de son environnement. Il s'agirait de la réalisation d'un complexe d'environ 12 000 m² consacré à des activités sportives et de loisirs, représentant un investissement dépassant les 3,5 milliards de francs CFP. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la passation d'un bail amphithéotique avec la société foncière Majestic et d'habiliter le maire à signer l'ensemble des actes à intervenir. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique que le porteur de projet a transmis plusieurs vues qui présentent l'intention architecturale du projet. Ce sont ainsi différentes activités de loisirs à destination de notre jeunesse qui seront proposées à l'entrée de la ville. Elle souligne que ce projet a du sens et est déjà bien abouti au plan esthétique. En réponse à M. Bérard, qui s'étonne que le porteur de projet soit prêt à investir plus de 3,5 milliards de francs CFP sur un terrain qui ne lui appartient pas, Madame le maire indique que la durée du bail amphithéotique est de 50 ans, avec une clause de revoyure à 35 ans. En réponse à Mme Lafleur, il est indiqué qu'il serait possible de réorienter l'activité si elle ne s'avérait pas rentable, à la condition qu'elle respecte les destinations prévues par le zonage de loisirs du plan d'urbanisme directeur. M. Bérard relève que la force du dispositif proposé repose notamment sur la possibilité de changer d'activité et sa capacité de renouvellement. Madame le maire signale une coquille rédactionnelle à l'article 1er du projet de délibération où il convient de lire « notification » au lieu de « modification ». M. Boisnémois réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, il y a des observations? Pas d'observation. Monsieur Catillon-Meunier. Merci, Madame le maire. Ça nous paraît être un très beau projet pour Rivière-Salée. On a les quartiers sud bien équipés. On va s'ouvrir un peu plus vers le nord et le centre de Dambéa-Koutio qui commence à se dynamiser. Donc c'est très heureux. On encourage fortement ces jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Et dans ce sens-là, c'est un beau cadeau de Noël pour les enfants nouméens du Grand Nouméa. Donc nous voterons pour. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons maintenant avec la 243. Elle est relative à l'acquisition à titre gratuit par la ville d'une parcelle appartenant à la SNC de la Cocotteret à la promenade Roger Larocque à Lansvata. Dans le cadre du projet de réaménagement de la baie de Lansvata, il est prévu une requalification de la promenade Roger Larocque, intégrant la gestion du trait de côte altéré par l'érosion, l'élargissement des trottoirs et la création de places de stationnement. L'acquisition par la ville d'une bande foncière provenant du lot privé numéro 60, section Lansvata, appartenant à la SNC de la Cocotteret, située au 75 à 81 de la promenade Roger Larocque, présente un intérêt pour mener à bien ce projet. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de la dite parcelle et d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte portant transfert de propriété. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Bérard s'étonne que la cession soit réalisée à titre gratuit. Madame le maire rappelle que la question des places de parking de la zone est de longue date prise en considération par les acteurs privés du secteur. Ainsi, la Sophie Nord a lancé un appel à projet en exigeant que soient mises à disposition plus de 100 places de parking pour la ville de Nouméa. Cette question a également été prise en considération dans le cadre de l'élargissement de la route, avant même que se pose de façon aussi sensible la problématique de l'érosion. Des places de parking seront également ajoutées sur le terrain de la polyclinique. Ainsi, compte tenu de ces différentes démarches, le nombre de places de parking sera identique une fois le réaménagement de Lansvata réalisé au nombre actuel. Les phases de travaux sont prévues pour 2 ans jusqu'à la fin de l'année 2023, mais n'empêcheront pas l'accès à Lansvata. M. Charlot félicite l'exécutif et les services d'avoir pu récupérer ce foncier situé dans une zone d'intérêt afin de permettre le réaménagement nécessaire de Lansvata. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous arrivons au dernier point inscrit à l'ordre du jour, qui est la note de synthèse 2021-244. Elle est relative à la modification de la délibération du conseil municipal
numéro 2021-1019, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Et je vais passer la parole à Monsieur Romain Perrault, secrétaire général, pour nous donner lecture de la note explicative de synthèse. Le 2 juin 2021, le conseil municipal a décidé de la participation de la ville de Nouméa au capital social de la société publique locale Sud Tourisme, agence d'attractivité, nouvelle structure juridique pour la promotion et le développement touristique de la destination Province Sud. Pour mémoire, la participation de la ville s'élève à 1 020 000 francs, soit 10% du capital social. Le 25 novembre dernier, le conseil municipal a approuvé les statuts de la société et autorisé le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la constitution de la société. Dans la continuité de ces décisions et en application de l'article L. 121-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il appartient au conseil municipal de procéder à la désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale et d'un représentant au sein du conseil d'administration de la société publique locale Sud Tourisme, agence d'attractivité, ainsi que de leurs suppléants, étant précisé qu'il peut s'agir de la même personne. D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de procéder à une désignation, le vote s'effectue au scrutin secret dès lors que le tiers des membres présents le demande. Toutefois, conformément à l'article L. 121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever, préalablement au vote, le scrutin secret pour désigner les représentants du conseil municipal au sein de la société publique locale Sud Tourisme, agence d'attractivité. Tel est l'objet des deux projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Merci, Monsieur le secrétaire général. Donc, nous avons deux délibérations. Nous allons prendre la première qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein d'un organisme extérieur. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée et nous prenons la seconde délibération. Elle modifie la délibération numéro 2020-1019 du 11 juin 2020, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Aussi, je vous propose de désigner au sein de la société publique locale Sud Tourisme, agence d'attractivité, pour siéger à l'Assemblée générale, en titulaire Valérie Larocque et en suppléant Marc-Olivier Verger, et au conseil d'administration, en titulaire Valérie Larocque et en suppléant Marc-Olivier Verger. C'est-à-dire que nous avons la même composition que nous avions lors de la dernière mandature dans cette agence qui ne s'appellera plus de la même manière, mais qui fera sans doute la même chose, la promotion du tourisme. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observations, des oppositions ? Il n'y en a pas. Monsieur Bérard ? C'est juste un commentaire. Donc on modifie une délib, et quand un certain nombre d'organismes ont disparu, on les maintient quand même dans la délibération, ou on peut les supprimer? Merci, Madame le maire. Article 1, je viens de voir l'article 1, on peut le supprimer. Pour l'instant, l'Office du tourisme est toujours en activité. Excusez-moi, je corrige. Chapitre 1, secteur social, article 1, l'Assemblée générale. Il y a des associations qui ont disparu. MIGE en particulier. Il y a d'autres choses qui ont disparu. Est-ce qu'on ne peut pas les supprimer en même temps, profiter de l'aubaine d'un changement pour faire des changements de ce type? Merci. Ben oui. Donc oui, puisque les entités n'existent plus, nous allons modifier la délib en ce sens. Bien, Monsieur Bérard et œil de lynx. Je vous ai déjà dit ça une fois, je crois. Œil de lynx. Eh ben oui, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Madame la maire, ça démontre encore une fois, s'il fallait, ce sera sur les caméras, que nous travaillons. Merci, Madame la maire. Eh ben voilà, mais c'est parfait. Depuis que je vous ai dit qu'il fallait travailler, je vois qu'il y en a qui travaillent. Hein. Bien, donc nous avons toujours Valérie Larocque en titulaire à l'Assemblée générale. Nous l'avons aussi au conseil d'administration
Et pour les deux, en suppléant, Marc-Olivier Verger. J'engage la discussion générale. En dehors du commentaire de M. Bérard, y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Eh bien, la délibération est adoptée. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Cette séance était la dernière de l'année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes. Hein. Et puis, quand même, il va falloir qu'on recommence à travailler. Donc, je vous informe que les premières séances du Conseil pour l'année 2022 devraient se tenir le 1er février pour le débat d'orientation budgétaire. Je vois que vous êtes enthousiaste. 1er février, débat d'orientation budgétaire. 22 février pour le budget principal et les budgets annexes. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Passez de bonnes fêtes.